Alors cette bande dessinée est assez remarquable en ce sens que les dessins qui peuvent paraître parfois un peu euh, naïfs deviennent de plus en plus précis au fil des pages et au fil du procès et de la déchéance de Fatih. Je vous présente une bande dessinée, on pourrait même dire un roman graphique, de Nadar et Julien Frey, intitulé Fatih, le premier roi d'Hollywood. Comment résumer cette bande dessinée? Eh bien, l'histoire se base sur une rencontre entre un jeune stagiaire de cinéma et de séries télévisées sur un plateau de tournage d'un épisode de la 4e dimension. Nous sommes au début des années 1960, c'est une série qui est produite par Rod Serling et ce stagiaire est tenu d'aller demander à l'acteur de l'épisode de la série, donc la vedette invitée qui est Buster Keaton, de rejoindre le plateau pour assurer la doublure lumière en quelque sorte. Et Buster Keaton se met à lui confier en quelque sorte des anecdotes sur le cinéma, quand il était débutant. Et tout à coup, la conversation tombe sur Fatih, qui était Roscoe Arbuckle, qui a été l'un des grands acteurs de l'époque burlesque d'Hollywood. Fatih, qui est né en 1887, qui a débuté comme acteur dans les music-halls et les cabarets, pour ensuite être engagé par Mack Sennett dans les Keystone Cops, c'est-à-dire ces petits films de course-poursuite, d'humour, de chute, de coups de pied dans le derrière, de tarte à la crème. Et Fatih va se forger une personnalité cinématographique qui va le lancer dans sa propre série des Fatih. Il tournera même quelques courts-métrages burlesques avec un Charlie Chaplin débutant. Et à partir de 1917, Fatih devient une superstar. On lui propose même de fonder sa propre maison de production et donc en 1920, Fatih va avoir un contrat de 1 million de dollars par an par la Paramount pour tourner ses films de court et de long métrage. Auparavant, je me dois de le préciser, Fatih, à partir de 1917, avait repéré parmi les figurants, parmi les seconds rôles, un certain Joseph Buster Keaton. Et donc Buster, c'est-à-dire celui qui tombe, c'est celui qui fait des chutes, qui était aussi un enfant de la balle à partir de 5 ans. Et donc c'est à la fois cette rencontre, mais aussi, et c'est le corps principal de ce roman graphique, l'affaire Arbuckle, l'affaire Roscoe Arbuckle, l'affaire Fatih, qui va engranger 3 procès, une affaire liée à un scandale que je vais un tout petit peu vous décrire. Ce roman graphique va vous décrire, va nous développer cette affaire Fatih, cette affaire Roscoe Arbuckle, alors qui s'est déroulée pendant le Labor Day de septembre 1921, c'est-à-dire sur 3 jours, les 3, 4 et 5 septembre 1921. Que s'est-il passé? Fatih avait loué 3 suites, notamment les suites 1219, 1220, 1221 d'un hôtel de San Francisco pour organiser des soirées mondaines mais qui étaient souvent alcoolisées. Sachant que nous étions déjà sous l'effet de la prohibition, ces soirées étaient très fréquentées, non seulement pour l'esprit qui régnait, mais aussi pour le flot de boissons qui était disponible. Et
Fatih, avec 2 amis, acteurs-réalisateurs, donc commence leur libation avec des amis, commence les mondanités, et rencontre dans cet hôtel une jeune femme et son accompagnatrice. Il s'agit de Virginia Rape et son accompagnatrice Maud Delmont. Et donc il les convie à leur fête, et là c'est au bout de la 3e journée, et donc il se passe quelque chose au bout de quelques heures. C'est que Fatih, un peu exténué par ses libations, décide de se rendre dans une chambre attenante à la suite 1220, et découvre Virginia Rape dans la salle de bain, allongée sur le sol, ivre morte. Il décide donc, d'après les témoignages, de la porter sur le lit. Il appelle de l'aide, il appelle des secours, et tout à coup on entend dans la chambre Virginia Rape crier, déchirer ses vêtements selon les versions, et se plaignant de maux et de douleurs intenses du côté du bas-ventre, et en disant oui, c'est Roscoe, voilà, en tenant des propos un peu étranges et mystérieux. Donc Roscoe et ses 2 amis confie Virginia Rape au bon soin de Maud Delmont et d'autres amis qui restent donc dans l'hôtel parce qu'ils ont des obligations professionnelles qui les réclament sur les plateaux de tournage à Hollywood. Et donc, que se passe-t-il ensuite? Les versions diffèrent. Virginia Rape est rapidement hospitalisée et décède des suites d'une sorte d'une rupture de la vessie, en quelque sorte, selon les témoignages. Et le témoignage aussi du docteur. Et donc, un procès va s'engager, parce que les rumeurs s'amplifient, et ce sera pour Fatih un procès pour viol et homicide. Donc l'affaire va défrayer la chronique. À partir de décembre 1921, 3 procès vont se succéder. Le premier procès qui sera vraiment un procès à charge, avec un procureur qui va chercher à, j'allais dire, charger Fatih de manière assez immonde, avec des preuves qui ne sont pas véritablement tangibles, notamment une certaine porte de la chambre où il y aurait des traces de sang de Fatih et de Virginia Rape, et des empreintes. Alors un expert vient, bien sûr c'est l'expert du procureur qui confirme l'existence de ces empreintes, mais ensuite l'avocat de Fatih fait venir des gens de l'hôtel qui prouvent par leur témoignage qu'ils avaient nettoyé les portes. Et il y avait déjà d'autres empreintes qui étaient en surimpression sur les prétendues empreintes de Roscoe Arbuckle et Virginia Rape. Donc, ensuite, un autre expert vient en disant oui, de toute façon, en regardant bien, initialement, il n'y avait pas les empreintes que le procureur tend à nous faire croire. De toute façon, il y a des surimpressions d'empreintes. Donc tout ceci, ça n'est pas tangible, ça n'est pas vraiment vérifié. Bon. Le procès donc prend une bonne tournure, d'accord ? Et le jury, étonnamment, se prononce pour 10 voix pour l'acquittement, 2 voix contre. Un autre procès est donc nécessaire. Janvier 1922, deuxième procès. Fatih témoigne. On fait témoigner également des témoins de moralité, je dirais d'immoralité de Virginia Rape et de Maud Delmont, dont on apprend qu'en fait, elle était finalement maîtresse dans l'art du chantage, dans ce genre de combine. Et Fatih décide de témoigner, d'apporter également son propre témoignage. Et là, on se dit, ça y est, le procès est gagné pour Fatih, tout va bien, mais autre surprise,
retournement de situation, là cette fois-ci, 10 voix contre l'acquittement, 2 voix pour seulement. Troisième procès, avril 1922. Là, c'est un procès qui est peut-être un procès qui est très rapide, où là vraiment la personnalité de Virginia Rape et surtout de celle de sa mère, sa protectrice, on pourrait l'appeler comme ça, Maud Delmont, est vérifiée, était bien établie. Et donc, le jury délibère et revient au bout de 6 minutes, très rapidement. Et là, Fathi est acquitté. Et en plus, fait exceptionnel dans l'histoire de la juridiction américaine, le jury prononce un discours pour la réhabilitation de Fathi. Et ça, c'est historique. Les auteurs de cette bande dessinée ont été très bien renseignés, se sont très bien renseignés, documentés, d'accord, sur cette affaire Fathi. Voilà la fameuse porte. Et puis il y a des tas d'autres choses. Et puis c'est aussi un film, un livre, pardon, lapsus révélateur, c'est aussi un livre sur une période, la fin d'une période, les débuts d'Hollywood, avec l'espace de liberté, de fantaisie qui pouvait régner, et avec l'apparition des premiers codes, on parlait du Code Hays, des premières censures, des premières limites qu'on voulait imposer aux créateurs de cinéma. Donc, Fathi, on peut dire qu'il en sort blanchi, il en sort, j'allais dire, même grandi. Mais, vous savez, à l'époque, on n'aimait pas beaucoup cet acteur dans certains milieux, dans 2 milieux. Dans le milieu de ce qu'on va appeler à l'époque la Yellow Press, c'est-à-dire la presse à scandale, et notamment dans certains journaux financés par, j'allais dire Citizen Kane, mais William Randolph Hearst, qui va s'aborder la réputation de Fathi pendant, avant et après le procès. Deuxième élément, c'est dans le milieu du cinéma évolue un certain sénateur qui s'appelle Hays, qui commence à répandre et à développer auprès des producteurs, notamment ceux de Fathi, des idées de moralisation de l'industrie du cinéma. J'allais dire pas de baiser sur la bouche qui dure plus de tant de secondes, pas de scènes érotiques, plutôt des scènes morales. Mais par exemple, on peut voir par exemple Lubitsch. Quelqu'un comme Lubitsch va s'ingénier dans ses comédies, notamment américaines, détourner ce code Hays, cette censure, on peut appeler ça une censure, par des dialogues à double escient, à double compréhension, double entente. Et puis ensuite, le code Hays sera terminé. Petite anecdote, à l'issue de son procès, Fathi ne sera condamné qu'à payer $500, en tout et pour tout, pour violation des lois de la prohibition. Voilà. Donc, logiquement, Fathi devrait continuer sa carrière comme il a pu la faire auparavant. Ça ne va pas être le cas. Des producteurs vont le lâcher, notamment Adolphe Zukor de la Paramount. Et un seul peut-être acteur, réalisateur et aussi producteur de ces films encore à l'époque, c'est Buster Keaton, va vouloir réhabiliter Fathi en le nommant co-scénariste et réalisateur de ses courts ou longs métrages. Belle preuve d'amitié. Malheureusement, Fathi va
se laisser aller à des excès de boissons, de drogue et de caractère pendant le tournage, les tournages des films avec Keaton, et Keaton, la mort dans l'âme, va devoir se séparer de lui. Et donc, Fatih aura l'occasion quand même, grâce à des amis producteurs et sur le conseil de Buster Keaton, qui ne va pas le lâcher complètement, à tourner des longs métrages et des courts métrages à partir de 1925 jusqu'à sa mort en 1933. Sous un pseudonyme, c'est celui de William Goodrich, qui était un des noms de son père, un des patronymes de la famille. Et notamment un moyen métrage avec une actrice qui était Louise Brooks. Belle rencontre, et Louise Brooks sera étonnée du réalisateur qui était toujours un peu taciturne, etc. Et on lui expliquera que c'était le fameux Fatih, et elle ne le saura que tardivement, pratiquement à la fin du tournage, en disant « Ah, j'ai eu le plaisir de tourner avec ce monsieur », sans ironie aucune. Belle anecdote.